J'ai laissé ma fille de 5 ans chez ma belle-mère pour une nuit. Le lendemain matin, ma fille m'a chuchoté, « Maman, mamie a dit que je ne devais jamais te dire ce que j'ai vu. » J'ai dit, « Ma chérie, qu'as-tu vu ?» Sa réponse m'a fait appeler la police immédiatement. Quand je suis allé chercher ma fille de 5 ans chez sa grand-mère, je pensais que le pire de ma journée était passé. Je n'étais parti que 24 heures, juste une nuit. Je me suis approché du perron comme je le faisais toujours, m'attendant à la voir courir vers moi avec ce grand sourire excité qu'elle arbore toujours quand je suis parti ne serait-ce que quelques heures. Mais au lieu de ça, elle est sortie lentement, serrant fort son ours en peluche, les yeux baissés. Je me suis accroupi et j'ai ouvert les bras. Elle est venue pour le câlin, mais sa prise était différente, comme si elle ne voulait pas me lâcher. Nous sommes montés dans la voiture, je l'ai attachée et je lui ai demandé si elle s'était amusée. Elle n'a pas répondu tout de suite, se contentant de regarder par la fenêtre. Puis, elle s'est penchée vers moi et a chuchoté quelque chose qui m'a glacé le sang. « Maman, mamie a dit que je ne devais jamais te dire ce que j'ai vu. » Je me suis tourné sur mon siège, le cœur battant à tout rompre. « Ma chérie, qu'as-tu vu ?» Elle a levé ses grands yeux marrons vers moi, et ce qu'elle a dit ensuite a fait trembler mes mains. Je n'ai pas attendu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. Je m'appelle Anna, j'ai 32 ans et je vis dans un quartier calme juste à l'extérieur de Columbus, en Ohio. Je suis enseignante en CE2 dans une école publique locale et, plus important encore, je suis la maman d'une brillante et magnifique petite fille de 5 ans nommée Leia. Elle est tout mon univers. J'ai perdu mon mari, Ethan, il y a 3 ans dans un accident de voiture. Il rentrait du travail un soir de pluie quand un camion a grillé un feu rouge. La police m'a dit qu'il était mort sur le coup. Je venais de mettre Leia à la sieste quand j'ai reçu l'appel. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. À l'époque, elle n'avait que 2 ans, trop jeune pour comprendre pourquoi papa ne rentrait jamais à la maison. Pendant des semaines, elle demandait encore quand il reviendrait. Je n'avais pas de réponse, juste le même câlin silencieux à chaque fois. C'est là que tout a changé. Depuis, nous ne sommes plus que toutes les deux. Nos journées sont remplies d'histoires avant de dormir, de dîners de macaroni et de chaussettes dépareillées. Nous faisons les courses ensemble, nous nous brossons les dents sur la même chanson, et chaque soir avant de se coucher, elle insiste pour que je m'allonge à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Certaines nuits, je reste là plus longtemps, juste à écouter sa respiration. Je n'avais jamais réalisé à quel point une maison pouvait paraître silencieuse jusqu'à ce que je sois le seul adulte à y vivre. Élever un enfant seul n'est pas facile. C'est terrifiant, en fait. Chaque petite fièvre ressemble à une crise. Chaque soir où je rentre tard du travail, je crains qu'elle ne pense que j'ai disparu aussi. Mais nous nous en sortons. Elle me donne un but, elle me donne de la force, et j'essaie chaque jour de lui donner une vie qui semble encore complète, même si quelqu'un y manque. Elle est Lana, ma belle-mère, et la mère d'Ethan. Elle vit à environ 40 minutes, dans une partie rurale du comté, dans la vieille ferme où Ethan a grandi. Après l'accident, Elena a offert son aide, mais cela a toujours semblé compliqué. Ce n'est pas une personne chaleureuse. Elle est polie, mais distante, même avec Leia. Il y a toujours eu cette tension silencieuse entre nous, comme si nous nous tenions chacune à l'extrémité d'un pont fissuré, attendant que l'autre fasse le premier pas. Elle ne m'a jamais vraiment approuvé. Elle ne l'a jamais dit ouvertement, mais je l'ai vu dans la façon dont elle me regardait à l'enterrement d'Ethan, comme si j'étais le mauvais type de femme pour son fils, comme si j'avais quelque chose à prouver. Pourtant, elle est la grand-mère de Leia, et je voulais que Leia ait un lien avec la famille de son père. Je ne voulais pas que mes propres sentiments fassent obstacle à cela. Alors, au cours des 2 dernières années, j'ai laissé Leia passer quelques après-midi chez Eleanor, ici et là. Jamais pour la nuit, juste de courtes visites. Je m'assurais toujours d'être à proximité ou que c'était un jour férié ou quelque chose de simple. Leia ne semblait pas s'en plaindre. Elle ne parlait jamais beaucoup de sa grand-mère après, mais elle ne se plaignait jamais non plus. J'ai donc gardé les visites occasionnelles et brèves. Le mois dernier, mon école a organisé un séminaire d'un week-end pour le corps enseignant et le personnel. C'était facultatif, mais fortement encouragé. Il couvrait les nouvelles modifications du programme et je ne voulais pas manquer ça. Cela signifiait être absente pour une nuit, et je n'avais pas beaucoup d'options. Ma sœur, qui m'aide habituellement avec Leia, était en voyage avec son mari. Mes parents vivent en Floride. Ce qui ne me laissait qu'un seul choix.
Quand j'ai appelé Eleanor pour lui demander si elle pouvait garder Leia pour la nuit, il y a eu une longue pause au bout du fil. Puis elle a dit, bien sûr. Je me demandais quand tu me laisserais enfin la garder plus de 2 heures. Cela aurait dû être un signal d'alarme, mais je l'ai ignoré. Le matin où j'ai déposé Leia, elle était pétillante comme d'habitude, sautant partout dans ses bottes de pluie coccinelle même s'il ne pleuvait pas. J'ai emballé ses collations préférées, une tenue de rechange, son ours en peluche nommé Marble, et son livre d'histoire du soir. J'ai vérifié 2 fois sa brosse à dents. J'ai même écrit une liste de numéros d'urgence et les scotché à son sac. En tendant ses affaires à Eleanor sur le pas de la porte, j'ai essayé de masquer ma nervosité derrière mon sourire. Elle a pris le sac sans me regarder. Es-tu sûre d'avoir tout ce dont elle a besoin, ai-je demandé, moitié par instinct, moitié par panique. Anna, j'ai élevé Ethan, répondit-elle sèchement. Je pense que je peux m'occuper de ma petite fille pendant une nuit. J'ai hoché la tête. J'ai embrassé Leia sur le front et les serré fort dans mes bras. Elle ne semblait pas inquiète, en fait, elle était excitée de montrer à mamie comment elle pouvait lire toute seule les premières pages de son livre. En partant en voiture, je me suis dit que je réfléchissais trop. Juste une nuit. Elle irait bien. Je serais de retour le lendemain avant midi. Ce n'était pas la première fois qu'une mère devait lâcher un peu prise, et ce ne serait pas la dernière. Mais au fond de moi, je sentais quelque chose qui ne partait pas, un poids sur la poitrine, une tension dans mes épaules. Je n'arrêtais pas de me dire de respirer, que j'en faisais trop. La vérité, c'est que je ne réalisais pas que j'avais raison d'avoir peur, car au moment où je suis allé la chercher le lendemain matin, tout ce que je pensais savoir sur Eleanor et tout ce que je pensais pouvoir contrôler était sur le point de s'effondrer. Je suis arrivé chez Eleanor le lendemain matin vers 10 heures, comme je l'avais dit. Le trajet m'a semblé plus long que d'habitude. J'avais l'estomac noué, non pas parce que je m'attendais à un problème, mais parce que Leia m'avait manqué. Je n'arrêtais pas d'imaginer son visage, me demandant si elle avait eu sa veilleuse habituelle, si Eleanor s'était souvenue de chauffer son lait avant de la coucher, si elle avait serré Marble contre elle comme elle le faisait toujours. La maison semblait silencieuse, trop silencieuse. Les rideaux étaient tirés, et aucune musique ou dessin animé ne jouait à l'intérieur. D'habitude, quand je venais chercher Leia, j'entendais ses pas courir sur le plancher en bois avant même d'avoir frappé. J'ai frappé une fois, puis une autre. Après un moment, Eleanor a ouvert la porte. Elle avait l'air fatiguée, ses cheveux étaient attachés à la va-vite, et il y avait quelque chose de froid dans ses yeux, comme si elle n'avait pas dormi ou ne voulait pas de ma présence. Elle ne m'a pas invité à entrer. Elle s'est juste écartée et a dit, elle est dans le salon. Leia était assise sur le bord du canapé, serrant son ours en peluche, les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle a levé les yeux vers moi, mais elle n'a pas souri. Elle n'a pas dit mon nom. C'est à ce moment-là que l'inquiétude que j'avais tant essayé de chasser est revenue en force. Je me suis approché et me suis agenouillé devant elle. « Salut, ma puce », dis-je doucement. « Tu t'es amusée. » Elle a hoché la tête, mais le mouvement était à peine perceptible. J'ai tendu la main et j'ai glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle a eu un léger sursaut, comme si elle n'avait pas l'habitude d'être touchée avec douceur. J'ai regardé Eleanor, qui observait depuis le couloir, les bras croisés. On a joué à quelques jeux. Elle s'est couchée un peu tard, dit Eleanor d'un ton plat. Elle est probablement juste fatiguée. Je voulais poser plus de questions, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste levé, j'ai pris le sac de Leia, les remercié par habitude et j'ai emmené ma fille à la voiture. Eleanor ne nous a pas suivis dehors. Une fois dans la voiture et que je l'ai attachée, je me suis tourné vers elle. Mamie a bien pris soin de toi. Leia a regardé par la fenêtre. Sa voix était à peine audible quand elle a dit « Maman ». Mamie a dit que je ne devais jamais te dire ce que j'ai vu. Ces mots ont tout arrêté. Le bruit de la circulation s'est estompé. Mon pouls battait dans mes oreilles. « Que as-tu vu, ma chérie ?» Elle m'a regardé, son visage était pâle et ses yeux étaient grands ouverts, avec ce regard qu'ont les enfants quand ils savent qu'ils ont touché à quelque chose de trop grand pour eux. Il y avait une fille dans la cave, dit-elle. J'étais figé. Quelle fille? Elle était dans une pièce. Mamie a dit de ne pas lui parler et qu'elle n'était pas réelle, mais elle en avait l'air. Je ne parlais pas. Je ne pouvais pas. Leia a continué, ces mots se déversant de cette manière précipitée qu'ont les enfants quand ils ont peur de se faire gronder pour avoir dit la vérité. Elle avait une couverture mais pas de lit.
Elle pleurait. Elle a dit qu'elle avait mal au bras. Mamie m'a dit de ne pas la regarder et m'a fait promettre de ne pas te le dire. Ma gorge s'est serrée. Je me suis forcé à rester calme, pour le bien de Leia. À quoi ressemblait la fille? Elle était plus grande que moi, peut-être comme Olivia de l'école. Ses cheveux étaient sales. Elle portait un pyjama, je crois. Elle avait peur, maman. Je me suis rassise sur mon siège. Mes doigts ont plané au-dessus du contact, puis sont retombés sur mes genoux. Je fixais le volant, mon cerveau tournant à plein régime. Peut-être que c'était un jeu. Peut-être qu'Eleanor avait une poupée ou une vieille photo. Peut-être que Leia avait mal compris. Mais même en essayant de me convaincre, je savais que rien de tout cela n'avait de sens. Leia avait une imagination vive, oui, mais cela ne ressemblait pas à une fantaisie. C'était trop spécifique, trop détaillé et bien trop sérieux pour être ignoré. J'ai appelé mon amie Olivia, pas la fille de l'école de Leia, mais ma meilleure amie depuis l'université. Elle est psychologue pour enfants. Je lui ai tout raconté, d'une voix qui s'est brisée à mi-chemin. Elle n'a pas hésité. Anna, ce n'est pas une histoire inventée. Les enfants ne mentent pas avec ce genre de détails. Si elle décrit de la douleur et de la peur, c'est quelque chose qu'elle a vu. Tu dois prendre ça au sérieux. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai ramené Leia à la maison et je l'ai installée avec un jus de fruits et son dessin animé préféré. Je ne voulais pas qu'elle voie à quel point j'avais peur. Je lui ai donné son ours en peluche et lui ai dit de ne pas bouger pendant un petit moment. Puis, je suis allé dans la cuisine, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai composé le numéro de la police. Je ne sais pas si c'est une urgence, comment sais-je, mais ma fille vient de me dire qu'elle a vu une fille enfermée dans une pièce dans la cave de ma belle-mère. L'opératrice m'a demandé de tout expliquer. J'ai répété les mots de Leia, exactement. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit qu'elle envoyait immédiatement des agents à cette adresse. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone dans ma main. Et si c'était vrai? Et si quelqu'un était là-bas en ce moment, seul et blessé? Et si ma fille avait vu quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais voir, et que j'avais failli passer à côté? C'est là que la peur s'est transformée en autre chose, la détermination. Dès que j'ai raccroché avec l'opératrice, quelque chose a changé en moi. La peur était toujours là, oui, mais elle était enfouie sous quelque chose de plus fort. J'en avais fini de douter de moi. J'en avais fini de me demander si Eleanor avait de bonnes intentions ou si je surréagissais. Ma fille était rentrée effrayée, chuchotant à propos d'une fille en pleurs dans une cave verrouillée, et cela me suffisait. Je suis resté près de la fenêtre, le téléphone toujours à la main, à surveiller la route. Je ne savais pas combien de temps il faudrait aux policiers pour atteindre la propriété d'Eleanor. Sa maison était au-delà des limites du comté, tranquille et nichée entre des bois denses et de longues routes de gravier. Si quelque chose se passait là-bas, si quelqu'un était blessé, je ne voulais pas perdre une seconde de plus. J'ai attrapé mes clés. Avant de partir, je suis retourné dans le salon pour voir Leia. Elle était assise en tailleur sur le sol avec son ours en peluche, regardant un dessin animé. Son expression s'était adoucie, mais je pouvais encore voir le poids de ce qu'elle m'avait dit. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « Où tu vas, maman ?» Je me suis penché et je l'ai embrassée sur le haut de la tête. « Juste chercher quelque chose que j'ai oublié, ma chérie. Je reviens tout de suite. Tati Olivia vient rester avec toi un petit moment. » J'avais déjà envoyé un texto à Olivia après l'appel à la police. Elle habitait à 10 minutes et n'a pas posé de questions quand je lui ai dit que j'avais besoin d'aide. Elle a répondu par un seul mot, « J'arrive ». 5 minutes plus tard, Olivia est arrivée. Je lui ai raconté ce que Leia avait dit, cette fois d'une voix tremblante. Olivia n'a pas scié. Elle s'est accroupie et a commencé à jouer avec Leia comme si c'était un jour normal. C'est le genre d'ami qu'elle est, stable, calme, quelqu'un qui gère le chaos pour vous quand vous avez les mains pleines. J'ai conduit jusqu'à la maison d'Eleanor, le cœur battant contre le volant. Plus je m'éloignais de la ville, plus l'endroit semblait isolé. Pas de trottoir, pas de lampadaire, juste de grands arbres et le silence. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Leia avait dit sur la fille qui avait mal au bras et qui pleurait. Je n'arrêtais pas de l'imaginer enfermée quelque part dans cette maison où j'avais autrefois envoyé ma fille sans hésitation. Je me suis garé dans l'allée en gravier et j'ai coupé le moteur. Je pouvais voir la voiture d'Eleanor garée là où elle l'était toujours. Ses rideaux étaient de nouveau tirés. Pas de son, pas de mouvement.
Toute la maison semblait immobile, comme si elle retenait son souffle. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai monté les marches du perron. Je me suis forcé à sourire quand elle a ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu fais de retour ici ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Je pense que Leia a oublié l'autre tenue de son ours, » dis-je en gardant une voix légère. « La petite rouge qu'elle appelle la robe de pique-nique. Elle se fâche si elle n'est pas avec son ours. » Et Eleanor n'a pas bougé. Elle a plissé les yeux, m'étudiant. « Je n'ai rien vu d'autre en rangeant, » a-t-elle dit. « Je veux juste vérifier sa chambre rapidement, ça ne prendra qu'une minute. » Il y eut une longue pause, puis elle recula. « D'accord, fais vite. » Je suis entré. La maison était propre, mais froide. Pas physiquement, mais émotionnellement. L'air semblait lourd, comme s'il portait des secrets. J'ai marché directement vers la chambre d'amis où Leia avait dormi. J'ai ouvert les tiroirs, fouillé dans le petit sac à dos que j'avais préparé pour elle, faisant du bruit pour couvrir le son de mes pas alors que je me rapprochais du couloir arrière, celui qui menait à la cave. Et Eleanor a crié, j'ai dit juste la chambre, Anna. Je l'ai ignoré. La porte de la cave était fermée. J'ai tendu la main vers la poignée. N'ouvre pas ça, lança-t-elle derrière moi. Sa voix était maintenant vive, urgente. Je dois juste m'assurer que Leia n'a rien laissé en bas. Elle n'est pas allée en bas. Ma main est restée sur la poignée. Alors pourquoi m'a-t-elle dit qu'elle avait vu quelqu'un? Les yeux d'Eleanor se sont assombris. Elle a 5 ans. Elle invente des choses. Pas comme ça. Elle s'est avancée vers moi, mais je me suis retourné vivement et j'ai reculé. J'ai déjà appelé la police, dis-je. Ils sont en route. L'expression sur son visage a changé. Pas de la panique, pas de la culpabilité. Autre chose. Du mépris. Tu es vraiment comme je le pensais. Faible, mélodramatique, toujours à chercher un coupable. Je me fiche de ce que tu penses de moi, dis-je. S'il y a quelqu'un dans cette cave, je ne partirai pas tant que je ne saurai pas qu'il est en sécurité. Nous nous sommes regardés fixement. Le bruit de pneus crissant sur le gravier a brisé le silence. Des lumières rouges et bleues ont clignoté contre les fenêtres. 2 adjoints du shérif sont sortis de leur voiture de patrouille. J'ai ouvert la porte et leur ai fait signe d'entrer. Elle ne voulait pas me laisser voir la cave, leur ai-je dit. L'adjoint le plus âgé a hoché la tête. On s'en occupe à partir de maintenant. Je suis sorti, les mains tremblantes, non plus de peur mais d'adrénaline. Debout sur le porche, j'entendais leur voix à l'intérieur, celle d'Eleanor qui s'élevait, puis des bruits de pas, puis un bruit sourd. L'un des adjoints a crié, on a besoin de renfort. On a quelque chose. C'est là que j'ai su que c'était réel. Leia avait dit la vérité, et quelque part derrière cette porte verrouillée, un enfant attendait que quelqu'un la croie. Je suis resté juste devant la porte d'entrée, mes mains si serrées que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. L'air frais du matin caressait ma peau, mais je ne le sentais pas. À l'intérieur, j'entendais des mouvements, des voix. L'un des policiers criait quelque chose que je ne distinguais pas bien, mais je pouvais entendre l'urgence dans son ton. Puis j'ai entendu à nouveau un bruit sourd, suivi du son indubitable de métal qui claque, comme un verrou qu'on force. Je n'ai pas bougé du porche, mais chaque nerf de mon corps était tendu vers ce son. L'un des adjoints est sorti 1 minute plus tard, le visage pâle et tendu. Il ne m'a pas regardé au début. Il s'est tourné vers la voiture de patrouille et a dit quelque chose dans son micro d'épaule. Quand il a finalement levé les yeux vers moi, son expression m'en a dit plus que n'importe quel mot. Il y a une enfant en bas, dit-il. Une fille. Elle est vivante. Je n'ai pas parlé. Ma gorge s'est nouée. J'ai porté ma main à ma bouche et j'ai hoché lentement la tête. Je ne voulais pas y croire. J'avais espéré, d'une manière désespérée, que ce serait une erreur, que Leia avait mal compris ou qu'Eleanor avait une raison étrange mais explicable de garder une porte verrouillée. Mais non, c'était réel. Ils ont emmené Eleanor, menottée, 10 minutes plus tard. Son visage s'était durci. Elle n'a ni pleuré ni crié. Elle marchait la tête haute, comme si c'était elle qui avait été lésée. Elle ne m'a même pas regardé, pas une seule fois, alors que les policiers la guidaient vers l'arrière de la voiture. Elle a marmonné quelque chose entre ses dents, mais je n'ai pas pu l'entendre. Une deuxième voiture de patrouille est arrivée dans l'allée, suivie de près par une ambulance. Les ambulanciers se sont dirigés rapidement vers la maison.
Et puis je l'ai vue. La fille. Elle avait l'air d'avoir environ 10 ans, peut-être un peu moins. Mince, petite pour son âge. Son visage était sale, ses joues creusées. Elle était enroulée dans une couverture, la serrant fort comme si c'était la seule chose qui la rattachait à l'instant présent. Ses cheveux étaient longs et emmêlés, les pointes collées à son visage. Un de ses bras était dans une écharpe improvisée. Elle ne parlait pas. Ses yeux étaient grands et figés, regardant partout comme si elle ne faisait pas tout à fait confiance à ce qui se passait. Les ambulanciers l'ont conduite doucement à l'ambulance. Je suis resté en retrait, mais elle m'a regardé droit dans les yeux pendant une seconde. Je lui ai adressé le plus petit sourire que je pouvais, non pas de bonheur, mais de reconnaissance. Je voulais qu'elle sache que quelqu'un la voyait maintenant, qu'elle n'était plus invisible. Un policier est venu me parler quelques minutes plus tard. Il était calme, professionnel, mais on pouvait voir que ce n'était pas quelque chose qu'il voyait souvent. Il m'a expliqué que la fille s'appelait Anna Martinez. Elle avait été portée disparue près de 3 semaines plus tôt, d'une ville voisine à environ 40 minutes de là. Sa photo avait été partagée sur les réseaux sociaux, mais Eleanor vivait si loin de la route principale que personne n'avait pensé à vérifier sa maison. J'ai demandé comment Eleanor l'avait trouvée. Il a secoué la tête. On essaie encore de reconstituer les faits, dit-il, mais nous pensons qu'elle a peut-être attiré la fille depuis un parc public. Anna était connue pour s'éloigner de temps en temps. Ses parents ont dit qu'elle a un retard de développement et qu'elle a du mal avec les étrangers. Eleanor a probablement profité de cela. L'idée que quelqu'un puisse prendre un enfant vulnérable et le cacher de cette façon me retournait l'estomac. Mais qu'est-ce qu'elle voulait d'elle, ai-je demandé. Elle prétendait la protéger, dit-il. Nous pensons qu'elle a été impliquée dans des forums complotistes en ligne. Elle croyait que l'enfant était en danger avec sa vraie famille. Je suis resté là, abasourdi. Pendant tout ce temps, j'avais pensé qu'Eleanor était froide, critique et distante émotionnellement. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était capable de quelque chose comme ça. Je lui avais confié mon enfant. Et Leia, ma fille, avait eu raison. Elle avait vu quelque chose. Elle en avait compris le poids, même à 5 ans. Si elle n'avait pas parlé, si j'avais balayé ses paroles d'un revers de la main en les qualifiant de bêtises ou d'imagination d'enfant, cette petite fille serait peut-être encore là-bas. J'ai appelé Olivia et lui ai demandé si je pouvais parler à Leia. Quand je suis rentré à la maison, elle était assise sur le canapé avec Marble sur ses genoux, mangeant des crackers comme n'importe quel autre samedi. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai prise dans mes bras. Je dois te dire quelque chose, dis-je doucement. La fille que tu as vue dans la maison de mamie, la police l'a trouvée. Elle est en sécurité maintenant. Leia a cligné des yeux en me regardant. Elle n'est plus dans la cave. Non, ma puce, dis-je. Elle n'y est plus. Tu l'as aidée. Tu as fait quelque chose de très courageux en me le disant. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle s'est penchée contre moi et a chuchoté, j'avais peur de te le dire. Je sais, dis-je. Mais tu me l'as dit quand même. C'est ça, être courageux. Cette nuit-là, après que Leia se soit endormie, je suis resté assise dans sa chambre et j'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration. Je n'arrêtais pas de penser à Anna, à ce qu'elle avait dû ressentir, enfermée dans cette pièce sombre, attendant que quelqu'un la trouve. Et au fait que la personne qui l'avait sauvée était un autre enfant. Mon enfant. La vérité était venue de la plus petite voix de la pièce, et elle avait sauvé une vie. Dans les semaines qui ont suivi, les gros titres se sont emballés, enfant retrouvé dans une pièce cachée au sous-sol, grand-mère arrêtée dans l'affaire d'une fillette disparue. Notre communauté tranquille est devenue le centre de l'attention. Des journalistes ont frappé à ma porte, des parents de l'école ont envoyé des messages. Certains offraient leur soutien, d'autres voulaient des détails. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. La seule chose qui comptait pour moi était de garder Leia en sécurité et de lui donner l'espace nécessaire pour guérir. Elle ne comprenait pas tout ce qui s'était passé, pas comme les adultes le font, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle savait qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Pendant quelques nuits, elle s'est réveillée en pleurant. Parfois, elle me demandait de laisser la lumière du couloir allumée, même avec sa veilleuse qui brillait à côté de son lit. Elle ne voulait pas parler de sa grand-mère. Je ne l'ai pas forcée. Au lieu de ça, je suis resté avec elle. Je l'ai tenue dans mes bras quand elle en avait besoin. Nous avons lu ses livres préférés avant de dormir, même si elle les connaissait déjà par cœur.
Je l'ai emmené à des goûters, j'ai rempli son monde de réconfort et je l'ai gardé près de moi. À l'école, sa maîtresse a dit qu'elle était plus silencieuse que d'habitude, mais toujours participative, toujours curieuse, toujours souriante. À la fin de la première semaine, Olivia nous a aidés toutes les deux. Elle a recommandé une thérapeute spécialisée dans les traumatismes de la petite enfance. Nous y sommes allés ensemble. Je ne voulais pas que Léa ait l'impression de traverser cela seule. Lors d'une des séances, Léa a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Mamie ne voulait pas que je te le dise, mais je savais que tu me croirais. » C'est là que les larmes sont venues. Pas celles de panique que j'avais eues dans ma voiture ce jour-là, ni les larmes silencieuses que j'essuyais tard le soir dans la salle de bain. Celles-ci étaient différentes. Elles venaient d'un lieu de gratitude profonde et silencieuse. J'avais passé si longtemps à m'inquiéter de ne pas être assez bien, en tant que mère, en tant que protectrice. Après la mort d'Ethan, j'avais constamment peur d'échouer avec Léa, de ne pas pouvoir lui donner la sécurité et l'amour dont elle avait besoin. Mais à ce moment-là, en l'entendant dire qu'elle me faisait plus confiance qu'à sa propre peur, j'ai réalisé que j'avais fait quelque chose de bien. L'arrestation d'Eleanor a conduit à plusieurs chefs d'accusation, dont l'enlèvement et la séquestration. Elle a d'abord plaidé non coupable, insistant sur le fait qu'elle avait sauvé Anna, mais les preuves étaient accablantes. La jeune fille avait été enfermée dans une pièce cachée derrière une fausse cloison dans la cave. Il n'y avait pas de fenêtre, seulement un matelas au sol, une seule lampe et un cadenas sur la porte. L'écharpe sur son bras était improvisée et non traitée. Elle avait été nourrie juste assez pour survivre. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un acte de protection mal avisé. C'était un crime. Anna a été réunie avec ses parents. Je les ai rencontrés brièvement pendant l'enquête. Sa mère m'a serré si fort dans ses bras que je pouvais à peine respirer. Elle m'a remercié encore et encore, mais je ne me sentais pas comme une héroïne. J'ai juste écouté ma fille, c'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai cru. Et cela avait fait toute la différence. Les enquêteurs ont déclaré qu'Eleanor avait été active sur des forums en ligne remplis de théories du complot. Elle croyait qu'Anna faisait partie d'un complot plus vaste et s'était convaincue qu'elle la sauvait de celui-ci. C'était dérangeant, triste et terrifiant à la fois. Je ne pouvais pas concilier la femme que j'avais connue avec celle qui avait fait cela. Mais au final, peu importait. Ce qui importait, c'est qu'Anna était en sécurité et que Léa était à la maison. Je ne parle plus à Eleanor. Je ne laisserai plus Léa s'approcher d'elle. Il y a des choses dont on ne peut pas revenir. Et même si une partie de moi regrette ce qui aurait pu être une grand-mère chaleureuse et aimante qui s'occupait de sa petite fille avec joie et gentillesse, je sais maintenant que faire semblant ne protège personne. Un soir, un mois après tout ça, Léa m'a posé une question alors que je l'abordais dans son lit. « Maman, est-ce que je suis une héroïne ?» J'ai souri. « Tu es mon héroïne. » Elle a hoché la tête pensivement, puis a tiré marble sous la couverture et a fermé les yeux. Cette nuit-là, je suis resté dans sa chambre plus longtemps que d'habitude. Pas parce qu'elle me l'a demandé, mais parce que j'en avais envie. J'ai écouté sa respiration, régulière et douce. J'ai pensé à la facilité avec laquelle cette histoire aurait pu se terminer différemment. Si elle était restée silencieuse. Si j'avais ignoré ses paroles. Si l'aide était arrivée trop tard. Nous imaginons les héros comme des personnes fortes, bruyantes et courageuses qui se précipitent dans le danger sans ciller. Parfois, les héros sont petits. Parfois, ils chuchotent. Parfois, ils serrent un ours en peluche et disent quelque chose qui change tout. Je n'oublierai jamais ce que Léa m'a appris, écouter les enfants, ce n'est pas seulement les garder en sécurité. C'est leur montrer qu'ils comptent. Leur voix compte. Leur vérité compte. Et quand nous écoutons, vraiment, nous leur donnons le pouvoir non seulement d'être entendus, mais aussi d'être crus. C'est comme ça que nous les protégeons. C'est comme ça que nous nous protégeons les uns les autres. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou vous a rappelé à quel point la voix d'un enfant peut être puissante, j'espère que vous prendrez un moment pour réfléchir aux personnes en qui vous avez confiance et à celles que vous choisissez d'écouter. Parfois, les vérités les plus importantes viennent des coins les plus silencieux. Si vous avez trouvé cette vidéo pertinente, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'écoute peut sauver des vies. Et si vous avez déjà vécu un moment où un enfant vous a dit quelque chose que vous avez failli manquer, j'adorerais lire votre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. Des histoires qui comptent,
Des histoires qui nous rappellent à quel point l'expérience humaine est à la fois fragile et forte. Merci d'être là. Prenez soin de vous, soyez bienveillants, et toujours, écoutez.